Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, une question après le séisme qui a frappé la Touraine hier. La centrale nucléaire de Chinon est-elle sécurisée face au risque sismique? On répondra à cette question dans un instant. Tour Plus vote le lancement de Tours Métropole. Les élus ont largement approuvé hier soir le principe de transformer l'agglo en métropole. Mais les doutes sont nombreux sur les chances d'y arriver. Et puis la météo, après les fraîcheurs et les gelées de la fin avril, retour d'un temps clément. Il fera même chaud pour votre week-end de l'Ascension. C'est une bonne nouvelle pour les cultures qui enregistraient un retard dans leur développement. Mais avant de développer ces titres, nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, alors que les discussions sur le texte ont commencé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À Tours, un rassemblement symbolique a été observé ce midi devant le MEDEF Touraine. 200 personnes présentes pour demander le retrait pur et simple du projet de loi de Myriam El Khomri. Rassemblement à l'appel de FO, de Solidaires ou encore de la CGT, dont on écoute le représentant départemental au micro d'Amanda Breuer-Rivera. Il nous explique pourquoi le MEDEF. C'est quand même lui qui a dicté le projet de loi, hein, donc c'était important de marquer ça. En même temps, on lâche pas non plus le gouvernement, on pense vraiment à eux dans cette période. Mais aussi par rapport au MEDEF, c'est qu'il y a également des négociations sur l'UNEDIC. Et si les prétentions patronales sont suivies, ça va être encore extrêmement douloureux pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés. Donc c'était important de marquer le coup aussi par rapport à ça. Une question ce soir au lendemain du séisme qui a frappé la Touraine. Un séisme de 4,2 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Un petit séisme donc qui n'a fait aucun dégât, mais qui nous rappelle que l'Indre-et-Loire est positionné sur plusieurs failles sismiques de moyenne importance. D'où cette question, la centrale nucléaire de Chinon est-elle en sécurité? A-t-elle été construite pour supporter un séisme? Élément de réponse avec Aurélie Renaud. Lundi, peu après 12h36, la question est sur toutes les lèvres. La centrale de Chinon a-t-elle été touchée par la secousse? La réponse est non. Ou plutôt, elle n'a engendré aucun dysfonctionnement sur la centrale. Selon la direction de Chinon, le risque sismique a été intégré dès la construction du site. C'est le cas pour toutes les centrales nucléaires de France. Les centrales sont conçues pour résister à minima à un séisme 2 fois plus important que le plus fort séisme relevé en 1000 ans. Toutes les installations sont équipées de capteurs sismiques. Le niveau de secousse enregistré lundi à 12h36 sur le site a été inférieur au 10e du niveau retenu à la conception. La secousse n'a donc eu aucune incidence sur les installations. Sur notre territoire, 9 centrales sont en zone très faiblement sismique et 10 sur des zones à sismicité faible ou modérée allant de 5 à 5,9 sur l'échelle de Richter. Tous les 10 ans, la sûreté des installations nucléaires sont réévaluées par des experts sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Pour l'instant, seule la centrale de Fessenheim a enregistré un séisme. C'était en 1980, avec une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter. Et en parlant sécurité, le risque terroriste est de plus en plus pris en compte. Une simulation d'attaque a été menée ce matin dans un collège de Tours, le collège Philippe de Comines dans le quartier des Fontaines. Pompiers, policiers, bien sûr élèves et communautés enseignantes mobilisés dès ce matin 8h. C'est la première fois qu'un tel exercice était mené dans un établissement scolaire de Touraine. Les précisions au micro d'Alexandra Vive. On avait un scénario qui était type attaque terroriste. On a un surveillant qui a été attaqué pris en otage par un faux terroriste. Et donc le but, c'était de voir comment le chef d'établissement arrive à joindre les forces de police et ensuite comment elle-même arrive à se coordonner pour intervenir assez rapidement sur les lieux et faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possibles face à une telle attaque. Le terrorisme dans les écoles, c'est nouveau. C'est pour ça qu'on fait plein d'exercices dans des établissements scolaires, dans des établissements recevant du public, dans des structures spécialisées, voilà, de façon à ce que les gens aient des actions réflexes. Dans le reste de l'actualité ce soir, les tarifs fil bleu qui vont augmenter au 1er août prochain. Pas d'impact sur le prix du ticket à l'unité, mais 10 centimes de plus pour la formule de voyage. Ce sont les abonnements qui vont augmenter le plus 60 centimes pour le pass tout public, plus 30 centimes pour les scolaires et plus 50 centimes pour le pass plus de 65 ans. La hausse a été actée hier lors du conseil communautaire de Tours Plus.
pas toujours les mêmes tarifs qui sont augmentés. On fait sur un plan triennal. Cette année, ce sont plutôt des abonnements tout public et un certain nombre de tickets. Le ticket 2 et le ticket 10 qui seront augmentés. Pourquoi? C'est parce qu'on essaie toujours d'être dans le ratio. Il y a 60 millions de charges pour les transports en commun dans l'agglomération et 20 millions de recettes. Et on essaie toujours d'être dans le 1 tiers, 2 tiers. Et c'est pour ça que chaque année, il y a une petite augmentation de 10 centimes ou 15 centimes sur certains billets. Et hier soir, les élus de Tourplus ont adopté à une très large majorité le principe de transformer l'agglomération en métropole au 1er janvier 2017. Seuls 3 votes contre, dont Marie-France Beaufils, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, et 2 abstentions. La métropole est donc lancée officiellement, mais rien ne dit aujourd'hui que Tourplus peut obtenir ce statut. Sabrina Melloult. Renforcer le pouvoir de l'agglo et élargir ses compétences. Voilà ce qu'ont voté quasiment à l'unanimité les élus de Tourplus hier soir. Un moment historique pour la 5e agglomération du Grand Ouest. L'ambition est actée. Le projet, lui, se construira dans les mois qui suivent et veut se réaliser en concertation avec les habitants. L'humain, c'est ce qui doit tous nous fédérer dans nos vocations politiques. L'humain, c'est la proximité, c'est la capacité de réaction. Et ça, dans la métropole de Tours, on va le préserver pour nos communes et nos territoires. Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, qui dit métropole dit augmentation de la population dans les universités et les centres d'apprentissage. La dynamique d'un territoire qui s'affirme dans toutes ses couleurs est alors boostée. Un idéal, certes, auquel certains élus ne peuvent pas croire. C'est le cas de Marie-France Beaufils qui craint la rupture du lien de proximité avec les habitants. Il est clair que sur les questions de l'eau et de l'assainissement, il y a une cohérence à travailler tous ensemble dans ce domaine. Mais sur d'autres sujets, il y a nécessité d'avoir une réponse qui soit une réponse de proximité dans la commune concernée. La métropole, elle va absorber énormément de moyens humains, de moyens financiers, et petit à petit, les communes auront de moins en moins de capacités. Et le vote aux élections municipales, c'est le pacte de confiance porté entre un maire et sa population. Alors la métropole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mise en commun de gros projets, de développement, mais ça veut aussi dire le respect de l'intégrité des communes. Si la volonté est actée, le temps lui risque de manquer. Le 1er janvier 2017 arrive à grands pas et le dossier peut ne pas être ficelé à temps. L'État peut, pour différentes raisons, choisir de ne pas le faire. Dans ces cas-là, de fait, nous deviendrons une communauté urbaine. Mais cette communauté urbaine se dotera pour autant des conditions d'exercice d'une métropole. Créer les fondations d'une métropole. Les 2 et 9 juillet prochains, les maires devraient se réunir pour travailler sur les axes de politique publique et la gouvernance territoriale à mettre en œuvre. Et toujours sur ce dossier de la métropole, les soutiens sont nombreux. Au-delà des clivages politiques, Jean-Patrick Gille, le député PS, apporte son soutien et pesera de tout son poids dans l'obtention du statut. Jean-Patrick Gille qui dénonce cependant le retard pris dans la construction de la métropole. Tourplus, à ses yeux, aurait dû déjà être communauté urbaine depuis le 1er janvier dernier. Il dénonce également le fait de ne pas avoir été associé en tant que député à la démarche. Attention, si vous prenez la route ce week-end, pour ce week-end de l'Ascension, bison futé, voie rouge dans le sens des départs demain mercredi. De grosses difficultés de circulation sont attendues dans notre région entre 15h et 20h. Concernée la 10, mais aussi la 85, l'autoroute en direction de Nantes. Situation difficile également jeudi, marquée orange. Il est conseillé de quitter l'agglomération avant 10h. Et puis les retours seront, eux, très difficiles aussi dimanche. Là aussi, bison futé, voie rouge. Le trafic sera dense entre 16h et 21h. Un week-end qui s'annonce beau et doux avec des températures au-dessus des moyennes de saison. Un ouf de soulagement pour tout le monde après une fin de mois d'avril très froid et des gelées la semaine dernière au petit matin. Ouf de soulagement du côté des agriculteurs aussi. Les cultures avaient pris du retard. Amanda Breuer-Rivera. Le gel de ces derniers jours a coûté cher à ce maraîcher. Il pense avoir perdu entre 30 et 40% de ses salades plantées ce mois-ci. Ouais. Là, du coup, on voit les feuilles un peu abîmées, marron. Le froid a perturbé la croissance de la laitue et a aussi fait apparaître des taches brunes sur ses feuilles. Une moins-value pour sa récolte, mais rien n'est encore perdu.
Si on arrive à avoir un temps beau et chaud, je pense qu'il y en a certaines qui vont rattraper, qui vont se refaire, elles seront peut-être un peu moins jolies. Mais si le commerce n'est pas s'il n'y a pas énormément de salades sur le marché, on arrivera à les vendre quand même si elles ont des petits défauts. Maintenant, celles qui sont vraiment abîmées, on n'en fera rien. Ces dernières semaines, plusieurs épisodes de froid ont maltraité les végétaux, notamment le 27 avril dernier, qui a fortement endommagé les vignobles du département. Cette nuit-là, l'ensemble du territoire était plongé dans des valeurs négatives. Dimanche et lundi dernier, des poches de froid sont devenues de plus en plus localisées. Selon les prévisions de Météo France, la vague de gel est aujourd'hui terminée. Dès demain, les minimales doivent augmenter de 5 degrés. Pas suffisant pour ces jardiniers amateurs qui attendent les vrais beaux jours. Donc ça végète, point barre. Donc on attend le soleil. Si il fait beau une journée, 2 jours, et puis après il y a des orages, c'est ce qui est annoncé, c'est ce qui est prévu. Mais ça vaut pas grand-chose, quoi. Faut attendre, faut encore attendre. On est toujours pressés, en fait, les jardiniers. On veut toujours aller au-devant des saisons. On devrait toujours attendre que les saisons soient là pour planter et semer. Voilà. Il sera possible de semer tomates et pommes de terre dès que la température se sera stabilisée entre 8 et 15 degrés. Les gestes qui sauvent à présent. Les dangers sont nombreux pour les enfants. Une chute de table allongée, une brûlure dans le bain ou encore l'ingestion d'un jouet. Il faut parfois agir vite. Les jeunes parents sont de plus en plus nombreux à se former aux gestes de premier secours. Un reportage à la caserne des pompiers de Tours dans une session pour les 0-4 ans. Aurélie Renaud. Voici les gestes à effectuer lorsqu'un enfant ou un nourrisson s'étouffe. Dans ce groupe de volontaires, des parents d'enfants en bas âge. Tous ont décidé d'apprendre les gestes qui sauvent, très souvent suite à une mésaventure avec leur petit garçon ou leur petite fille. J'ai 2 enfants et mon plus petit qui a 2 ans et demi aujourd'hui s'est étouffé principalement avec une bille. Donc on a eu très peur et du coup la technique de la tape dans le dos a marché. Heureusement qu'on nous l'avait montré pour justement sortir ce corps étranger de ses voies respiratoires. Moi, ma fille a 2 ans et demi et moi, elle est sujette à des pronations douloureuses. Et la première fois qu'on en a fait une, j'étais tétanisé, il y avait ma compagne, donc j'ai appelé le SAMU. Et en fait, il y a une manipulation à faire au niveau de son coude, parce que c'est un os qui s'est délogé. Et par rapport à ça, j'ai pris la résolution de vraiment faire une initiation. Les pièces les plus accidentogènes pour les enfants, la cuisine avec ses ustensiles et la chaleur des fours et des plaques de cuisson, la salle de bain, mais également les toilettes où bon nombre de parents stockent les produits d'entretien. Durant cette session de premier secours, on apprend d'abord à donner l'alerte et à pratiquer les premiers gestes, mais surtout à maîtriser ses angoisses. Pourtant, le formateur doit bien l'avouer, certains parents ont un courage décuplé lorsqu'il s'agit de la souffrance de leur propre enfant. Il y a des parents qui ont déjà vécu une situation où ils ont été obligés de faire des gestes de premier secours à leur enfant et se rendent compte que finalement ils sont capables de les faire, et c'est qu'une fois que les gestes ont été faits, que la pression retombe et qu'ils se rendent compte de ce qui s'est passé. Donc c'est énormément le côté maternel ou paternel et le fait de cette adrénaline qui permet aux personnes de passer ce cap-là et de porter les premiers secours à leurs enfants. Les accidents domestiques sont la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. Chaque année, 500 petits garçons ou petites filles décèdent des suites de ces accidents domestiques. Restez avec nous dans un instant, nous revenons sur le gel qui a frappé les vignes. La semaine dernière, certaines exploitations viticoles ont perdu jusqu'à 85% de leur récolte à venir. Les viticulteurs ont rencontré le préfet hier et les services de l'État. Des annonces sont attendues demain. On y revient dans un instant.